Cette vidéo fait suite à ma vidéo sur Another Code Recollection to Memories. Il n'est pas nécessaire de l'avoir vue pour comprendre ce que je dis dans celle-ci, mais j'y fais quand même quelques références, donc je vous recommande de la voir. Bon, ça fait quelques temps que je vous bassine sur Another Code to Memories. Après tout, c'est un jeu de mon enfance pour lequel j'ai énormément d'affection, au point d'en faire 2 vidéos. Mais même si jouer à Another Code m'a permis de voir une nouvelle version d'un jeu que je connaissais par cœur, ça m'a aussi permis de jouer à un jeu dont j'avais que de très vagues souvenirs. En effet, la licence se décline sous 2 jeux, et je n'ai jamais réussi à finir le deuxième, Another Code R, sorti sur Wii. Mais bon, c'est l'occasion de me lancer dans ce deuxième jeu de la licence. De quoi on parle cette fois-ci? Le jeu se déroule 2 ans après les événements du premier. Ashley a retrouvé son père et elle pensait qu'il formerait une famille unie avec sa tante Jessica. Mais Richard n'est pas très présent. Au début, il dit qu'il reviendra pour les week-ends, mais petit à petit, il est de moins en moins présent. Au point qu'au début du jeu, ça fait 6 mois qu'il n'a pas vu sa fille. Il a envie de se rattraper en l'invitant à camper à Lake Juliette, tout près de son lieu de travail. Ashley n'est pas trop intéressée au début, surtout qu'elle se fait voler son sac dès qu'elle arrive. Mais elle se rend bien compte qu'elle a des choses à découvrir ici pour une raison. À peine arrivée, Ashley commence à retrouver des souvenirs de sa mère qui laissent entendre qu'elles sont toutes les deux déjà venues ici avant la mort de Sayoko. On apprend que Sayoko s'était rendue ici avec sa fille sans en parler à son mari et surtout qu'elle est venue ici la veille de sa mort. Ashley se rend compte qu'elle va devoir enquêter pour mieux comprendre les circonstances de sa mort. En parallèle, elle rencontre Matthew, un adolescent à la recherche de son père qui aurait mystérieusement disparu 5 ans plus tôt et dont les seules traces se trouveraient dans le camping. Il faut savoir une chose à propos de ce jeu. De base, l'original pouvait être joué sans avoir joué au premier jeu. On avait certes des spoils si on jouait au jeu sur Wii puis à celui sur DS, comme par exemple sur l'apparence de Richard. Mais en dehors de ça, le jeu se voulait assez clair et recontextualisait plutôt bien les personnages et les événements qu'ils avaient vécus dans le jeu précédent. On avait cette recontextualisation grâce à un menu d'arbre généalogique qui a été repris dans le remake. Mais dans le remake, tu ne peux pas jouer de suite à Another Code R. Il faut d'abord que tu termines la première aventure avec l'île de Blood Edward et D pour jouer à la suite. C'est un peu dommage de ne pas laisser le choix aux fans. Pour ma part, j'ai adoré le jeu et ça ne me dérangeait pas d'y rejouer, mais peut-être qu'il y a des gens qui voulaient juste profiter du second jeu sans avoir à rejouer au premier. Une autre chose à savoir sur ce jeu, c'est qu'il n'est sorti qu'en Europe et en Asie. J'en avais discuté avec quelques connaissances sur Discord qui vivent aux États-Unis quand le Nintendo Direct annonçant le jeu est sorti. Ils n'avaient jamais eu l'occasion de jouer à Another Code R, du moins de manière officielle, parce que le jeu n'est jamais sorti chez eux. C'est donc l'occasion pour eux de découvrir un nouveau jeu et surtout un jeu avec des graphismes bien meilleurs. Alors oui, on a les mêmes graphismes tout au long du remake, mais là où dans le jeu sur DS, les graphismes originaux étaient plaisants et témoignaient de l'identité du jeu, c'était pas trop le cas sur Wii. Autant la 2D dans Another Code, premier du nom, ça passe. Autant la 3D dans Another Code R, premier du nom, c'est vraiment pas dingue. On sent qu'on est encore à la période où les jeux en 3D essayaient de trouver la meilleure formule graphiquement parlant. Ce qui fait que quand on regarde aujourd'hui, avec les années passées et les progrès faits, ça paraît assez moche. Et je pense que c'est aussi pour ça que tous les personnages ont été refaits en termes de design. Ils sont beaucoup plus travaillés et clairement, je retiens plus facilement le nouveau design de Janet par rapport à l'ancien. On prend aussi beaucoup plus le temps de faire des allers-retours dans les endroits qu'on nous visite. Il y a quelques endroits dans lesquels on revient jamais et qui servent un peu à rien après qu'on les ait explorés une première fois ou après qu'un événement a lieu, comme la cabane du photographe. Mais certaines zones, comme le cottage de Richard et le restaurant de Bob, sont assez souvent visitées et c'est sympa de pouvoir faire ces quelques allers-retours. Après, ça reste un jeu avec de la 3D sur Switch. Si on s'attarde sur les détails de l'environnement, on sent que les arbres, c'est compliqué. Et ça, Pokémon en a bien conscience. Un autre détail que je trouve dommage dans le design des personnages, c'est que dans le jeu original, on apprend que le personnage d'Elizabeth était en surpoids dans sa jeunesse. Je comprends pas trop pourquoi ça a été gommé du remaster. Je sais que c'est qu'une info random, mais dans le premier jeu, on apprenait qu'elle était en surpoids et que ça la complexait beaucoup, comme d'autres complexes qu'elle a. Elizabeth, c'est ce personnage de peste en apparence qui a beaucoup d'insécurité et ça aurait été intéressant de garder cette insécurité chez elle. Bah tiens, parlons-en des personnages. Je vais continuer sur Elizabeth parce que j'en ai pas tout à fait fini. La première fois qu'on la voit, elle apparaît comme une sale peste, le genre de fille à papa détestable et gosse de riche. Très vite, ça se clash avec Ashley. On apprend au fur et à mesure du jeu qu'Elizabeth est amoureuse de Tommy, le guitariste de son groupe, et au début, elle prend assez mal le fait que lui et Ashley s'entendent bien et discutent joyeusement de musique ensemble. Bref, ça se dispute et Ashley est certaine qu'elle s'entendra jamais avec elle. Mais petit à petit, on explore un peu plus le personnage d'Elizabeth et on se rend compte qu'elle et Ashley sont assez similaires. Elles souffrent toutes les deux de l'absence de leur mère, même si cette absence est différente. Dans le cas d'Elizabeth, sa mère a quitté son père et elle n'a plus de contact avec elle depuis. Elle n'a jamais trop su pourquoi. On suppose qu'elle voulait redevenir la chanteuse connue qu'elle était avant, mais Elizabeth a la certitude que c'est de sa faute à elle. Et c'est là
que je pense qu'on aurait dû garder les insécurités dont je parlais plus tôt. Sa mère est chanteuse, elle est issue d'un milieu où l'apparence est très importante. Elisabeth aussi veut devenir chanteuse, mais elle se sent dans l'ombre de sa mère et a la certitude qu'elle ne sera jamais aussi bonne chanteuse qu'elle. Peut-être qu'Elisabeth se dit qu'elle n'était pas une assez bonne fille pour que sa mère veuille rester à la maison et s'occuper d'elle. C'est là que le personnage d'Ashley intervient et l'aide à gagner en assurance. C'est assez touchant de voir ce développement où chacune apprend à mieux comprendre l'autre. Et puis, les scénarios de fille peste qui apprend de ses erreurs pour être une meilleure personne et qui nouent une relation forte avec une nouvelle venue de nulle part, ça me plaît toujours. Ashley aussi est assez intéressante dans ce nouveau jeu. On sent qu'il y a eu des changements entre le premier et le deuxième, notamment par un détail, son expression de soi. Dans le premier jeu, on ne connaît pas très bien Ashley au final. Alors oui, on connaît son passé et ses relations familiales, mais on ne sait pas exactement ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, quelle est sa vie en dehors de Blood Edward. Dans ce nouveau jeu, on prend un peu plus le temps de l'explorer. On apprend que la musique est quelque chose d'hyper important pour elle, puisqu'elle est guitariste et qu'elle va bientôt participer à une compétition de musique. Un détail qui va la suivre tout au long du jeu. Elle voulait pas trop partir en camping parce qu'elle devait répéter pour la compétition. Elle s'entend bien avec le groupe d'Elisabeth pour leur lien avec leur musique. Il y a même une scène où elle joue de la guitare avec eux. Une scène sur laquelle je vais faire un rapide aparté parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les jeux Nintendo et qui m'énerve de plus en plus. Les scènes de musique où il n'y a pas de musique. Par exemple, dans la fameuse scène où Tommy propose à Ashley de jouer de la guitare, on ne les voit pas jouer. Tommy propose à Ashley de jouer, il y a un fondu au noir qui fait comprendre un passage de temps et on reprend après qu'ils aient fini de jouer. Je comprends pas pourquoi les studios de développement font ce genre de choses. Si tu écris un personnage de musicien et que tu as le budget pour faire des scènes où il joue de la musique, pourquoi tu le fais pas ? C'est pareil pour le personnage d'Elisabeth. Elle est chanteuse, elle a des complexes sur sa voix qu'elle ne pense pas aussi bonne que sa mère, mais on ne l'entend jamais chanter. Et on n'entend jamais sa mère chanter non plus. On pourrait se dire que la musique du générique de fin est chantée par Elisabeth, mais la chanteuse n'est pas la même que la comédienne de doublage. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi on a des personnages pour lesquels la musique est super importante, mais qu'on n'entend jamais jouer la moindre musique. Et encore, autant on a une scène où Ashley joue de la guitare qui est mentionnée, mais on n'a aucune scène où Ashley chante alors qu'on sait que c'est le cas. Bref, je m'arrête là avec mon aparté de type frustré et on revient à Ashley. J'ai l'impression qu'en plus de ses goûts, sa personnalité s'affirme de plus en plus. Un gros reproche que je faisais au remaster de l'aventure sur Blood Edward, c'était son manque d'expressivité. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus et c'est un changement très appréciable. On peut interpréter ça comme une personnalité qui s'affirme beaucoup plus depuis les événements dont elle a été témoin par le passé et c'est un détail que j'ai beaucoup aimé voir. J'aime aussi beaucoup ce rôle de mentor qu'elle joue auprès de Matthew. Ce dernier est à la recherche de son père et va peut-être apprendre des choses désagréables. Ashley, qui s'est retrouvée à sa place au même âge que lui, est celle qui lui donne des conseils dans sa quête de vérité. C'est assez doux et ça montre une évolution très sympa entre les deux jeux. En parlant de Matthew, j'avais quelques appréhensions sur ce personnage au début. C'est pas un secret, mais je suis très attachée au personnage de Dee dans le premier jeu, qui ne revient pas dans la suite. Matthew occupe un rôle très similaire à lui, et j'avais cette crainte de remplacement où les deux seraient des copies conformes l'un et l'autre. Mais j'ai fini par m'attacher à Matthew assez vite au final. Les deux personnages ont des rôles similaires, mais ils sont assez différents au niveau du caractère. On apprend assez tôt dans le jeu que Matthew a fugué plusieurs fois pour essayer de retrouver son père. Son caractère a poussé son oncle à vouloir l'envoyer en pension. Du coup, cette nouvelle fugue à Lake Juliette, c'est sa dernière occasion pour essayer de retrouver son père. Son histoire et l'urgence de la situation se ressentent énormément dans son personnage. Il est impulsif, parfois arrogant, et clairement, Ashley a un rôle de grande sœur envers lui. Au début, ils s'entendent pas du tout même, puisque c'est Matthew qui a volé le sac d'Ashley. On apprend qu'il l'a fait parce qu'une femme lui a dit qu'elle lui donnerait des infos sur son père en échange, mais au final, il n'a rien appris de nouveau. Au fur et à mesure du jeu, on apprend de nouvelles infos sur sa famille. En gros, son père avait gagné à la loterie et voulait construire un grand camp de vacances autour de Lake Juliette. Mais on s'est rendu compte que le lac, qui faisait la fierté des lieux, était pollué et c'est le père de Matthew et ses travaux qui ont été accusés pour cette pollution. On sait aussi qu'il s'est passé une tragédie 5 ans plus tôt, qui a entraîné la fermeture du clocher, mais on n'en sait pas plus. Et pour cette vidéo, je préfère vous laisser le plaisir de la découverte. Et clairement, il réagit avec émotion. On le voit beaucoup s'enfuir à chaque fois qu'il apprend une nouvelle info. C'est quelque chose qu'on a beaucoup avec Dee dans ce remake, mais j'ai l'impression que sur Matthew, c'était systématique. Et en vrai, ça finissait par être un peu énervant de lui courir après à chaque fois. Mais en dehors de ça, c'était un personnage très sympa à suivre.
En d'autres personnages, on a aussi Richard, le père d'Ashley. Il est toujours ce papa maladroit, un peu loser, et c'est sympa de le voir, mais aussi d'explorer sa relation avec sa fille. On apprend au fur et à mesure du jeu que s'il a accepté de prendre son poste actuel, c'est parce qu'il s'agissait de l'entreprise où sa femme travaillait avant sa mort et qu'il essaie de comprendre les circonstances de son décès. C'est assez intéressant de voir comment il a encore du mal à s'ajuster à une vie normale après des années sur une île déserte, encore hantée par les souvenir de sa femme assassinée, il se concentre plus sur les morts que sur les vivants, délaissant sa fille. On voit pas beaucoup Richard dans ce jeu, mais c'est intéressant de voir comment lui et Ashley arrivent à se trouver un terrain d'entente malgré tout. Elle découvre un peu plus sa vie et des aspects de celle-ci, et au fur et à mesure qu'on avance, les tensions entre eux semblent se calmer. Et Richard reste assez secondaire dans ce jeu, mais c'est intéressant de le mettre en parallèle avec un autre personnage, Ryan. Sa première scène dans le jeu crée déjà ce parallèle. À ce moment-là, Ashley vient d'arriver au camping. Elle est en colère parce qu'elle se retrouve dans un endroit où elle ne voudrait pas être. Son père n'est pas venu la chercher à l'arrêt de bus et elle s'est fait voler son sac. Elle se rend compte que le barbecue qu'elle était censée faire seule avec lui se fait avec tous ses collègues, plein d'adultes qu'elle ne connaît pas du tout et qui parlent boulot. Elle part à l'accueil du camping pour récupérer du charbon pour le barbecue, se fait accuser de vol pendant cette scène-là d'ailleurs, et revient au campement pour se rendre compte que son père est reparti au boulot. Bref, à peine sa fille est arrivée, il repart déjà. Et forcément, Ashley est saoulée de se retrouver au milieu d'un barbecue avec uniquement des inconnus. Et franchement, je la comprends. C'est là que Ryan apparaît. On l'a pas vu venir et il débarque un peu par hasard, mais surtout, il nous aborde. On discute avec lui et on se rend compte que s'il l'a abordé, c'est parce que Ashley a les mêmes yeux que sa mère et qu'il les a reconnus de suite puisqu'il connaissait Sayoko. On apprend que plus jeune, il est tombé malade et que c'était elle qui s'était occupée de lui. Ryan et Ashley discutent un peu et ils déclarent qu'ils ont beaucoup en commun puisqu'ils ont perdu leur mère très jeune et qu'ils ont énormément d'affection pour Sayoko. Et autant je trouvais Ryan assez beau gosse quand j'étais gamin et faible quand il s'agissait des personnages aux cheveux gris ou blancs, autant là, en tant qu'adulte, je le trouve hyper malsain. Le mec, il a quoi, mon âge, voire plus âgé ? Je précise que j'ai 25 ans. Et il aborde une gamine de 16 ans isolée en lui parlant de sa mère et en essayant de trouver des points communs avec elle pour la mettre en confiance. Comme Ashley est assez jeune, elle lui fait facilement confiance et c'est pas surprenant. Elle n'a jamais eu l'occasion de parler de sa mère avec des gens qui la connaissaient en dehors des gens de sa famille. Elle est dans une quête pour essayer d'en savoir plus sur elle et forcément quelqu'un qui apparaît pour lui donner des nouvelles infos, ça lui fait plaisir. Encore plus quand on sait que quelques instants plus tôt, elle était seule et exclue des cercles de conversation. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une situation de grooming, mais j'ai vraiment eu cette sensation-là pendant leurs interactions. Clairement, il y a eu une scène où j'ai craint le pire pour Ashley. Dans cette scène, il l'invite pour son cottage et elle y va seule. Ils discutent ensemble et les mots sont dits. Ashley se sent un peu bizarre. J'ai sincèrement cru qu'il allait lui mettre un somnifère et l'endormir pour lui faire du mal, mais c'est pas arrivé et tant mieux. C'est un personnage assez complexe, Ryan, et je vais pas en dire plus, mais ouais, j'ai eu du mal avec ce perso. Quant aux autres personnages, je vais surtout en parler dans la partie scénario, mais il y a énormément de personnages dans le deuxième jeu. Il y en avait un bon nombre dans le premier jeu, mais beaucoup étaient liés au passé de Dee, et au final, on n'interagissait pas avec eux. Mais dans ce nouveau jeu, on interagit avec chacun des nouveaux personnages, et certains sont plus ou moins pertinents et oubliables. Même dans les designs, tu sens qu'ils sont assez random et très simples. J'avais vu cette ligne dans le wiki du jeu disant que dans le jeu original, les personnages de Dan et Janet sont blancs, mais que leur couleur de peau a changé dans le remake. D'après la phrase, ce serait pour ajouter plus de diversité. Et je sais que la phrase est neutre, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça l'est. Je sais pas, vu qu'un wiki c'est une œuvre collective, j'ai un peu cette crainte que quelqu'un ait été saoulé par la présence de personnes noires et se soit plein en mode ouais, il y a des personnes noires dans mon jeu vidéo, ça détruit mon enfance. Surtout que, bon, on va pas se mentir, je dis pas qu'ils ont mal fait leur perso noir, mais prendre un beige plus foncé que celui des autres persos, ça suffit pas en fait. Vraiment, j'ai l'impression que quand je regarde l'image de fin, la couleur de peau de Janet correspond à celle des autres sur les peaux de Tommy et Elizabeth. Bref, je reviens au scénario du jeu, ou devrais-je dire aux 3 scénarios. On a la quête des souvenirs d'Ashley et celle sur le père de Matthew. Au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on arrive à trouver quelques infos sur le sujet et on s'approche petit à petit de la vérité à propos de nos 2 personnages principaux. En plus de ces scénarios, on a celui d'Elisabeth qui se mêle aux 2 quêtes principales. Et c'est con, mais je le trouve un peu chiant. Non, vraiment, j'aime bien le personnage d'Elisabeth, son développement et sa relation avec Ashley. Mais je le trouvais assez long et chiant. Il y avait des moments où je me disais, oui bon, c'est super, mais j'ai un peu la flemme de régler les daddy issues d'une meuf random.
Surtout que ce scénario a assez peu d'incidence sur ceux des personnages principaux. J'ai vraiment eu cette sensation que cette histoire était là pour nous faire perdre notre temps en attendant d'arriver aux vrais enjeux. Parce que vraiment, j'ai eu l'impression que le scénario sur Ashley était souvent mis en pause. En gros, ses souvenirs arrivaient de manière assez aléatoire et c'était aussi le cas sur Dee, mais au moins dans son cas à lui, on explorait l'endroit où il vivait. Quant à Ashley, beaucoup des souvenirs apparaissent vraiment de manière random, des souvenirs de détails qui ne sont pas spécialement importants pour l'histoire. Elle a un souvenir quand elle voit des boutons de manchette, elle a des souvenirs quand elle goûte un croque-saumon. D'ailleurs, sur le croque-saumon, le souvenir, c'est qu'en gros, la mère d'Ashley a mangé un sandwich au stand d'un gars nommé Bob et que ce gars avait pas d'inspi sur ses recettes. Elle lui a dit que ses sandwichs seraient sympas avec des galettes de riz et du coup, il a créé sa propre recette de sandwich, le croque-saumon. Sauf qu'on parle pas de galettes de riz comme on peut trouver dans la nourriture asiatique, mais de galettes de riz comme on peut trouver dans des rayons bio. Et je sais pas vous, mais j'ai du mal à imaginer un sandwich qui serait bon alors qu'il aurait ces ingrédients. Mais le jeu le décrit comme un truc succulent. Bref. Pour revenir au scénario sur Ashley, j'ai l'impression qu'il est tellement mis en pause que la majeure partie du scénario se passe dans le dernier chapitre et qu'on tombe sur plein de révélations et de concepts sortis dont on ne sait pas trop où. Peut-être que ça aurait été intéressant de prendre un peu plus le temps d'étaler le scénario pour que toutes les révélations finales paraissent pas sorties de nulle part. Malgré tout, on a une scène que j'aime beaucoup vers la fin et je vais pas la spoiler parce qu'elle est hyper importante et qu'à mon avis, ça vaut le coup de la découvrir en jouant au jeu. Quant au scénario sur Matthew, je l'ai beaucoup apprécié, mais c'est difficile d'en dire plus sans totalement spoiler le jeu. On a quelques facilités scénaristiques pour faire en sorte que l'histoire finisse bien pour lui, et sans en dire plus, ça fait bizarre de ne pas le voir jusqu'au dernier chapitre. Malgré tout, le personnage restait attachant et le voir réagir aux découvertes qu'il faisait, mais aussi voir à quel point il voulait défendre l'honneur de son père, est très très doux. Mais Another Code, ce n'est pas qu'un jeu narratif, c'est aussi quelques énigmes. Donc on va parler un peu plus du gameplay. On n'a pas beaucoup de changements entre le premier et le deuxième jeu, mais on peut quand même en soulever quelques-uns. Dans ce deuxième jeu, on nous donne une TAS, une sorte de bracelet qui nous permet d'ouvrir des portails électriques quand il est combiné à notre DAS. En gros, la TAS scanne la porte et on a une sorte de QTE à effectuer avec les boutons de la DAS. C'est l'un des rares moments où on nous rappelle qu'on joue sur une Switch puisqu'on a les boutons, mais aussi les mouvements des joysticks et la console à pencher sur les côtés pour effectuer la série de commandes. C'est un petit ajout plutôt sympa, mais la TAS m'a fait me rendre compte d'autres choses à propos des équipements que possède Ashley. Il faut souvent Deus Ex Machina. En gros, on a souvent des situations où on apprend magiquement que, quand elle était vivante, la mère d'Ashley a implémenté des fonctionnalités aux appareils et que ces fonctionnalités, elles servent vraiment quand ça nous arrange bien. On doit contrôler la qualité de l'eau. Oh bah magiquement, la DAS permet de contrôler la qualité de l'eau alors que c'était pas une fonction qu'elle avait dans le premier jeu. Quelle aubaine! Ça, c'est un sacré coup de bol! Et c'est un truc qui arrive assez souvent. Au final, on finit par se dire que c'est quand même une drôle de coïncidence, d'un air ironique. Malgré tout, on a quand même de nouvelles énigmes qui n'utilisent pas la DAS ni la TAS. Et déjà, j'étais encore une fois très content qu'on n'ait pas à utiliser le motion gaming. Pour remettre un peu de contexte, il faut savoir que j'ai jamais fini Another Code R dans sa première version. Pourquoi ? Parce que je bloquais sur une énigme qui demandait du motion gaming. En gros, dans cette énigme, on doit ouvrir une sorte de cube en forme de boîte à musique. Pour nous aider, on a une mélodie à jouer. Sauf que pour tourner le cube, il fallait le tourner avec la Wiimote. Et c'était infernal parce que parfois les capteurs ne reconnaissaient pas les mouvements. On n'a aucune énigme de ce genre dans le remake, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont simples pour autant. On a plusieurs énigmes où j'ai mis du temps avant de trouver la solution sans comprendre ce que je faisais. Et au final, les aides au gameplay comme les indices n'aidaient pas vraiment et ça m'a mis en difficulté. C'était frustrant, mais au final, c'était quelque chose qui me manquait dans le remake du premier jeu. Donc je suis content de revoir ça. Peut-être que certains vont avoir du mal, mais je les rassure. Ce n'est pas une mauvaise chose d'aller regarder la solution sur Internet. Bref, j'ai abordé pas mal de points dans cette vidéo, sauf un. Les références à Hotel Dusk. Pour rappel, Hotel Dusk, c'est un jeu fait par les développeurs des premiers jeux Another Code, le studio Signe. Dans le remaster d'Another Code premier du nom, je disais qu'il y avait quelques références au jeu, mais que celles-ci n'étaient pas spécialement pertinentes et manquaient de cohérence. Dans le deuxième opus, on n'en a pas, sauf dans le générique de fin. En gros, on a une image de Richard avec deux autres personnages et en fond, on voit un homme de dos qu'on n'a jamais vu dans le jeu. On reconnaît au logo de son blouson que c'est Kyle Hyde, le personnage principal de la saga Hotel Dusk. Donc, un pauvre personnage qui, on le rappelle, existe dans l'univers Another Code, qui est une vraie personne, alors que la dernière référence établie disait qu'il s'agissait d'un personnage de fiction créé par David Shields.
Donc Kyle Hyde est à la fois un être vivant réel dans l'univers d'Another Code et un personnage de fiction dans ce même univers. Et ça, les enfants, c'est une leçon d'écriture qui nous explique pourquoi faire référence à des choses dans la fiction, ça se fait pas au hasard. Je fais cet aparté-là sur Hotel Dusk depuis tout à l'heure parce que c'est aussi une saga du studio Sing qui a eu son public de nostalgiques très attaché à la licence. Et vu que la Switch essaie de faire revivre des jeux de la DS par le remaster d'Another Code, je ne serais pas surpris de voir un remaster d'Hotel Dusk. Est-ce que je me prendrais le remaster si jamais il sortait? Je sais pas trop. J'ai jamais fini le premier jeu, mais j'en ai des souvenirs beaucoup plus précis que les souvenirs que j'avais du deuxième jeu Another Code. Si un remaster de ces jeux est annoncé, il faudra que je vois comment c'est graphiquement parlant, parce que c'est ça qui peut changer la donne. De la même manière qu'Another Code a sa propre identité graphique au niveau de son opus sur DS, la saga Hotel Dusk a elle aussi sa propre identité graphique, sauf qu'elle reste tout au long des deux jeux et est assez marquée. En gros, les traits de dessin sont très marqués dans le design des personnages et ce serait dommage de perdre ce côté unique pour une 3D qu'on retrouve dans n'importe quel jeu récent. Bref, c'est la fin de cette série de vidéos sur Another Code Recollection. Normalement, je ne vais pas en parler à nouveau sur cette chaîne, mais on sait jamais, on peut peut-être tomber sur des surprises. J'espère que ces vidéos vous ont plu et que si vous ne connaissez pas, vous aurez envie de jouer quand même. Pour ceux qui me découvrent avec ces séries de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.